Mais je vous avoue que si je ne pouvais jamais rechanter, ce serait quand même difficile à admettre. Voici le dernier moment de Michel Delpech. Dans une chambre d'hôpital située à quelques rues à peine des grands boulevards parisiens où il faisait jadis danser les foules, un homme repose, affaibli, muet. Lui, le chanteur au refrain éternel, celui qui chantait pour un flirt avec un clin d'œil dans la voix, n'a plus que le silence pour complice. Il regarde par la fenêtre sans vraiment voir, le corps épuisé par des mois de lutte et la gorge meurtrie par une maladie impitoyable. À cet instant précis, dans le froid d'un mois de janvier, Michel Delpech n'est déjà plus celui que la France croyait connaître. Il est un homme seul, en train de s'éteindre sans éclat. Autour de lui, peu de visites. Sa femme, Geneviève, veille avec une tendresse infinie. Mais les amis, les collègues, les médias, absents. Le nom de Michel Delpech, autrefois écrit en lettres lumineuses sur les frontons des salles de spectacle, ne fait plus vibrer les rédactions. À 69 ans, le chanteur qui a traversé plusieurs générations est devenu un souvenir flou, une voix dans un transistor, une cassette oubliée dans la boîte à gants. Et pourtant, ce qu'il vit dans ces derniers instants est une tragédie silencieuse, celle d'un artiste que la maladie prive de ce qu'il avait de plus précieux, sa voix, l'instrument de toute une vie, le cœur même de son identité. Avant de perdre totalement la parole, Michel aurait confié à son fils: « Le pire n'est pas de mourir, c'est de ne plus pouvoir chanter. » Une phrase simple, mais vertigineuse, car elle résume tout. Pour un homme qui avait chanté l'amour, la campagne, les séparations, la nostalgie, se voir réduite au silence, c'était plus qu'un drame physique. C'était une disparition intérieure, une disparition progressive, entamée bien avant le dernier souffle. Car depuis des années déjà, Michel Delpech s'effaçait. Lentement, trop lentement, pour qu'on s'en rende compte. Mais sûrement, c'est cela que cette vidéo va tenter de raconter. Pas simplement la biographie d'un chanteur populaire, mais le récit poignant d'un homme qui a connu la lumière, le succès, les tubes à répétition, les plateaux télé, puis le vide. Le recul, l'oubli, l'ombre, nous allons revenir sur cette trajectoire si française, si familière, celle d'un artiste qui chantait ce que tout le monde ressentait, mais que personne n'a vraiment accompagné jusqu'au bout. Nous parlerons de ses premières scènes, de ses triomphes dans les années 70, mais aussi de sa lente disparition du paysage médiatique, de sa maladie bien sûr, de sa lutte. Il y a dans le destin de Michel Delpech quelque chose d'universel, une forme de fragilité que chacun peut reconnaître, une peur de ne plus être entendu, de ne plus compter. Lui, l'homme aux chansons légères, portait en lui une profondeur que beaucoup avaient sous-estimée. Et c'est dans la souffrance, dans l'effacement, que cette profondeur s'est révélée. Ce dernier instant, que peu de caméras ont capturé, que peu de micros ont retransmis, mérite d'être raconté, car il dit quelque chose de notre époque, de notre rapport à la gloire et à l'oubli. Avant de devenir un homme fatigué que la maladie prive de parole, Michel Delpech fut, pendant plus de 2 décennies, l'une des voix les plus aimées de France. Une voix douce et limpide, reconnaissable dès les premières notes. Une voix qui ne criait jamais, mais qui savait dire l'essentiel. Il n'était ni rebelle comme Johnny, ni intellectuel comme Ferré, ni tragique comme Barbara. Il était le chanteur du quotidien, de l'ordinaire, des choses simples et vraies, celui qui chantait ce que tout le monde vivait, sans artifice, avec tendresse. Tout commence au milieu des années 60. Michel n'a pas encore 20 ans lorsqu'il enregistre chez Lorette. Ce n'est pas une révolution musicale, ni une prouesse vocale, mais c'est un choc émotionnel. Il y parle d'un petit bistrot, d'habitudes douces, d'amitié tranquille. Toute une génération s'y reconnaît. En quelques semaines, il devient une figure montante de la chanson française. On le qualifie de garçon sensible, poète léger, voisin idéal. Les critiques sont parfois condescendantes, mais le public, lui, ne s'y trompe pas. Les années qui suivent sont une ascension fulgurante. En 1969, il sort White is White, hommage au festival de l'île de White et à l'esprit hippie de l'époque. Le titre est un succès énorme en France et à l'étranger. Puis vient
Pour un flirt en 1971, un tube monumental. Le refrain est repris dans toutes les cours d'école, toutes les voitures, tous les mariages. Delpech devient une star, pas une idole hystérique, mais un chanteur populaire au sens noble du terme. Un artiste qui fait du bien, qui rassemble. À cette époque, Michel Delpech est partout, sur les plateaux de télévision, dans les galas, les émissions de variété. Il enchaîne les concerts à guichets fermés. Sa silhouette fine, son sourire malicieux, sa voix tendre font de lui un visage familier. Il chante que Marianne était jolie, le chasseur, le Loir est cher. Chacune de ses chansons devient un petit morceau de mémoire nationale. Elle parle de divorce, de souvenirs d'enfance, de campagne française, de nostalgie douce. Il y a dans ces textes une manière rare de parler des émotions sans jamais forcer, sans jamais tomber dans le pathos. Mais Michel Delpech n'est pas qu'un homme de scène. C'est aussi un parolier fin, un observateur du monde. Il comprend que la société française est en pleine mutation. Il sent que les familles changent, que les valeurs évoluent, et il le traduit en musique. Des milliers de couples s'y reconnaissent. Michel ne juge jamais. Il décrit avec pudeur et humanité. C'est cette capacité à toucher sans blesser, à dire sans imposer, qui le rend unique. Dans une époque agitée, il est une présence apaisante, un compagnon de route. Il n'a pas besoin d'extravagance. Il chante en costume, sans mise en scène spectaculaire. Juste lui, un micro et des histoires à raconter. Et cela suffit. Il devient une figure rassurante pour des millions de Français. Une voix du foyer, un écho du réel. Mais derrière cette simplicité apparente, il y a aussi une exigence artistique. Michel Delpech travaille beaucoup. Il compose, il réécrit, il cherche le mot juste, il refuse les effets faciles. Il veut que ses chansons traversent le temps. Et il y parvient. Encore aujourd'hui, il suffit d'entendre les premières mesures de Quand j'étais chanteur pour que toute une époque ressurgisse. Les années 70, les meubles en formica, les vacances au bord de la Loire. Michel Delpech n'était pas seulement une star, il était un repère. À cette époque, personne n'imagine que l'homme qui fait danser la France connaîtra un jour l'oubli, qu'il chantera un jour pour un public invisible, dans un rêve étrange, que sa voix s'éteindra peu à peu, rongée par une maladie impitoyable, que son nom disparaîtra des journaux, des plateaux, des playlists. Il est au sommet. Et l'idée même d'une chute semble absurde. Mais la gloire, comme la voix, est une chose fragile. Et si Michel Delpech est monté haut, c'est aussi parce qu'il a toujours gardé les pieds sur terre. Il savait que rien ne dure. Il disait souvent que le succès est une vague, qu'il ne faut pas essayer de retenir, mais simplement de surfer tant qu'elle passe. Cette lucidité, on la retrouvera plus tard, dans ses livres, dans ses silences, dans son regard. Le tournant se produit doucement, presque sans bruit. Au début des années 80, alors que le paysage musical change, Michel Delpech commence à sentir qu'il n'a plus vraiment sa place. Les radios diffusent d'autres sons, les maisons de disques misent sur des visages plus jeunes, plus tapageurs. Lui, avec sa voix douce, ses histoires simples et ses airs tendres, semblent démodés. Ce n'est pas brutal, ni injuste. C'est juste le temps qui passe. Mais pour un artiste qui a été si présent, cette invisibilisation progressive est une blessure sourde. Michel ne se rebelle pas, il s'éloigne. Il accepte quelques concerts, ici ou là. Il continue d'écrire, mais le cœur n'y est plus. Il entre dans une période de doute, de fatigue, de remise en question. Le public ne l'oublie pas totalement, mais les médias, eux, regardent ailleurs. Dans une interview donnée bien plus tard, il confiera que ce silence médiatique a été plus dur à vivre que n'importe quel échec commercial. Il avait l'impression de crier dans le vide, sans écho. À cette époque, sa vie personnelle vacille également. Son couple se brise, ses enfants grandissent loin des projecteurs. Il se replie sur lui-même, et peu à peu, une forme de dépression s'installe. Pas celle qui paralyse immédiatement, mais celle qui s'infiltre, qui ronge à petit feu. Il reste cloîtré chez lui pendant des semaines, évite les appels, refuse les propositions. Il dit qu'il est fatigué,
Mais la fatigue est un mot trop faible. Ce qu'il ressent, c'est une perte de sens, une perte de voix au sens large. Il ne sait plus à quoi il sert. C'est dans cette période sombre qu'il entame un travail introspectif. Il consulte, il écrit, il cherche des réponses, il s'interroge sur sa foi, sur sa place dans le monde. En 1993, il publie un livre, L'homme qui avait bâti sa maison sur le sable. Un titre révélateur, il y parle de ses failles, de ses doutes, de sa quête de stabilité. Le public est surpris. Beaucoup découvrent un Michel Delpech qu'ils ne connaissaient pas. Plus grave, plus profond, presque mystique. Malgré tout, il tente un retour discret au début des années 2000. Il participe à des festivals nostalgiques, il réenregistre certains titres. Le public, touché par sa sincérité, l'accueille avec chaleur. Il redevient, le temps de quelques scènes, le chanteur de toujours. Mais le rythme n'est plus le même. Sa voix a changé. Plus rauque, plus fragile. Lui-même le sait. Il dit qu'il ne cherche plus à séduire, mais à transmettre. Il parle beaucoup de mémoire, de transmission, de traces. Et puis vient l'année 2013, l'année du basculement. Michel sent depuis quelque temps une gêne à la gorge. Rien de vraiment douloureux, mais une gêne persistante. Il pense d'abord à une fatigue passagère. Mais les examens sont formels. Cancer de la langue et de la gorge. Le diagnostic est un coup de tonnerre. Pour n'importe qui, une telle nouvelle est effrayante. Pour un chanteur, c'est une condamnation symbolique. Michel ne s'effondre pas, ou du moins, pas tout de suite. Il l'annonce publiquement avec pudeur. Il dit qu'il va se battre, qu'il est confiant. Mais à l'intérieur, c'est un séisme. Il comprend qu'il ne pourra plus jamais chanter comme avant. Il comprend que sa voix, déjà fragilisée par le temps, va lui être retirée. Et avec elle, une partie de son identité. Il commence les traitements. Radiothérapie, chimiothérapie, intervention. Le corps souffre, maigrit, s'affaiblit. Très vite, la parole devient difficile. Il s'exprime par écrit, par geste, par regard. Il continue à écrire, à publier. En 2015, il sort un livre poignant. Vivre, un cri du cœur. Une ode à la vie malgré tout. Il y parle de la maladie sans pathos, avec lucidité. Il y dit que la mort ne lui fait pas peur, que ce qui l'angoisse, c'est le silence. Ne plus pouvoir dire, ne plus pouvoir chanter, ne plus pouvoir toucher. Autour de lui, peu de bruit. Quelques articles, quelques hommages discrets, mais rien de spectaculaire. La télévision ne lui consacre pas de documentaire. Les radios ne relancent pas ses chansons. Il y a, dans cette indifférence relative, une forme d'injustice glaciale, comme si, une fois la voix éteinte, l'homme n'existait plus. Dans les derniers mois, il s'isole de plus en plus. Il reste à Puteaux, entre les murs d'un hôpital anonyme. Parfois, il regarde de vieilles vidéos de concerts. Il écrit quelques lignes dans un carnet. À sa femme, il répète souvent « Je suis prêt, je n'ai plus peur ». Et pourtant, dans ses yeux, il y a quelque chose qui dit l'inverse. Un mélange de résignation et de tristesse. Comme s'il avait compris que, cette fois, personne ne viendrait le chercher. Que sa chanson, désormais, se perdait dans l'écho. Les dernières semaines de Michel Delpech ressemblent à un long crépuscule. Pas de cris, pas de drame visible, seulement un effacement progressif, une disparition feutrée. Ceux qui l'ont approché durant cette période parlent tous de la même chose. Un silence. Non pas celui de l'hôpital, mais un silence plus dense, plus étrange. Celui d'un homme qui n'attend plus rien et qui pourtant regarde encore. Comme s'il guettait un dernier signe. Une reconnaissance. Un souvenir. Geneviève, sa femme, est là presque chaque jour. Elle l'accompagne dans les soins, dans les nuits agitées, dans les réveils sans voix. Elle raconte que Michel avait une manière très particulière de regarder le plafond, le soir, juste avant de fermer les yeux. Il ne parlait plus beaucoup. Il griffonnait parfois quelques mots sur un carnet. Elle y a retrouvé cette phrase, écrite à la hâte, comme une respiration interrompue. « J'ai chanté pour qu'on n'oublie pas, mais j'ai l'impression que tout s'efface quand même. » Une phrase simple, déchirante,
parce qu'elle dit tout. Autour de lui, le monde continue de tourner. Les journaux parlent d'autres artistes, d'autres affaires. Aucun grand média ne lui consacre un dossier. Il n'est pas invité sur les plateaux pour parler de son combat. Il ne fait pas la une. Un article isolé, parfois, dans une colonne discrète. Il y a là une forme de gêne, comme si la maladie l'avait rendu moins présentable. Comme si sa voix absente devenait une gêne dans une industrie fondée sur le bruit. Mais Michel, lui, ne se plaint pas. Il ne critique personne. Il ne demande rien. Il observe, il écoute. Et dans ce silence forcé, il semble presque se rapprocher de lui-même. Il relit les textes de ses chansons. Il regarde de vieilles vidéos sur une tablette. Il sourit quand il tombe sur le Loir-et-Cher avec sa chemise à fleurs et son regard malicieux. Il commente à voix basse. C'était encore moi là, comme si ce moi n'existait plus tout à fait. C'est son fils, Emmanuel, qui racontera plus tard une scène glaçante. Quelques jours avant la fin, alors que Michel ne tenait plus debout, il l'aurait regardé droit dans les yeux et chuchoté « Je suis devenu une chanson oubliée ». Il ne parlait pas de sa discographie, mais de lui-même, de son identité. Être un chanteur sans voix, c'est comme être vivant sans souffle. Et cette absence de souffle, il la ressentait jusque dans ses rêves. Car Michel faisait souvent le même cauchemar. Il le confia à son épouse dans une note laissée sur sa table de nuit. « Je suis sur scène. Le micro est allumé. Je vois le public. Mais aucun son ne sort. Et pourtant je chante, je crie, mais personne n'entend. » Ce rêve, il l'avait fait des dizaines de fois. Il le considérait comme un avertissement, comme une prophétie. Et lorsqu'il perdit définitivement l'usage de la parole, il sut que le rêve était devenu réalité. Le public, lui, ne saura presque rien de tout cela. Une phrase sur les réseaux sociaux, une chanson diffusée à la radio, mais pas d'émission spéciale, pas de nuit hommage, pas de retour massif sur sa carrière. Il y a un malaise, une forme de honte collective, comme si l'on réalisait trop tard ce que l'on avait perdu, ou plutôt ce que l'on avait laissé partir sans un mot. Ce vide est encore plus douloureux pour ses proches. Geneviève dira dans une interview confidentielle « J'ai eu la sensation que Michel mourait une seconde fois. La première, dans sa chambre. La seconde, dans l'indifférence. » Elle évoquera également les silences des maisons de disques, des producteurs, des anciens collègues. Aucun ne s'est déplacé aux obsèques. Aucun message public fort. Easy, juste quelques mots convenus. Une couronne, un silence de plus. Mais au milieu de ce vide, il reste une image, une seule. C'est son fils, encore lui, qui l'a prise. Quelques semaines avant la fin, Michel est assis dans un fauteuil, près d'une grande baie vitrée. Il porte une couverture en laine, les épaules un peu tombantes. Son visage est pâle, amaigri, mais ses yeux brillent encore. Il regarde dehors. On ne sait pas ce qu'il voit. Le ciel, le souvenir d'un public, le reflet d'un refrain. L'image n'a jamais été publiée. Elle circule en privé, comme un trésor fragile. Emmanuel dit « C'est la dernière fois que j'ai vu mon père avec cette lueur dans le regard. Après, il était ailleurs. » Cette photo, plus que 1000 discours, dit l'essentiel. Elle montre un homme qui part, mais qui reste. Qui ne chante plus, mais qui habite encore le silence. Elle est l'écho d'une voix qui ne s'éteint jamais vraiment. Et c'est peut être cela, la vérité la plus noire et la plus belle à la fois. Michel Delpech est mort en silence, mais son silence, lui, continue de résonner. Il est difficile de ne pas ressentir un certain vertige en repensant au parcours de Michel Delpech. Non pas à cause de la maladie, ni même de la mort, inéluctable pour tous, mais à cause du silence. Ce silence qui l'a entouré, enveloppé, absorbé, comme une brume lente. Comment un artiste aussi aimé, aussi présent dans la bande-son de tant de vies françaises, a-t-il pu s'éteindre presque dans l'indifférence? Est-ce la rançon de la douceur, la punition discrète de ceux qui ne hurlent jamais? Michel Delpech n'a jamais été dans le conflit. Il n'a jamais cultivé le scandale. Il n'a pas cherché à choquer pour exister. Il a été l'ami invisible, la voix dans la radio, le sourire à travers les paroles. Il a accompagné sans déranger. Et peu,
Est-ce là que réside le paradoxe? Dans un monde qui récompense le bruit, la tendresse devient inaudible. Dans une époque de vitesse, la délicatesse se fait oublier. Mais cette oubliabilité, si l'on ose ce mot, est-elle une injustice ou une fatalité? Michel semblait l'avoir anticipé. Il disait ne pas craindre d'être effacé, seulement de ne pas avoir laissé de traces. Et pourtant, les traces sont là, invisibles parfois, mais bien réelles. Dans les souvenirs d'un mariage, d'un voyage, d'un été. Dans ces refrains que l'on chante sans même s'en rendre compte, il ne reste peu, être pas dans les palmarès officiels, mais il est inscrit dans une mémoire affective, bien plus intime, bien plus durable. L'absence de reconnaissance médiatique, au moment de sa disparition, interroge néanmoins. Que dit-elle de nous? De notre capacité à honorer ceux qui ont adouci nos vies, de notre rapport à la gloire, à la gratitude, à l'oubli? Delpech n'était pas un mythe flamboyant. Il était un homme, avec ses failles, ses doutes, sa fragilité. Et c'est peu. Être précisément cette humanité qui nous dérange. Parce qu'elle nous renvoie à la nôtre. Parce qu'elle est moins spectaculaire, mais plus vraie. À travers ce portrait, nous avons tenté de redonner une voix à celui qu'on n'entendait plus. De reconstruire, avec pudeur, les contours d'un adieu silencieux, mais aussi de poser une question simple, et pourtant essentielle. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce destin aurait-il pu être différent si nous avions tendu l'oreille plus tôt? Certains artistes s'en vont dans le fracas des projecteurs, dans le tumulte des hommages publics, dans l'éclat des flashs crépitants. D'autres s'effacent doucement, à pas feutrés, comme un air qu'on croyait avoir oublié, mais qui revient, un jour, sans prévenir. Michel Delpech fait partie de ceux-là. Il n'a pas eu de cortège, pas de funérailles nationales, pas de discours officiel. Mais il a laissé, derrière lui, une traînée de lumière douce, comme une chanson en sourdine, persistante, qu'on n'arrive jamais vraiment à faire taire. Il n'était pas un prophète, ni un rebelle, ni un monument de légende. Il était l'homme des détails, celui qui chantait les séparations silencieuses, les retrouvailles timides, les dimanches de province, celui qui savait que la vie se glisse dans les non-dits, les silences, les demi-teintes. Et peut être cela, justement, ce qui rend son adieu si poignant. Il n'a pas crié qu'il s'en allait. Il a juste cessé de chanter. Et dans ce silence, il a laissé la place à quelque chose d'autre, à une émotion que l'on ressent plus qu'on ne l'entend. Aujourd'hui, il repose au Père-Lachaise. Sa tombe est simple, pas de statue grandiloquente, pas de mausolée. Juste un nom gravé dans la pierre et quelques fleurs, déposées par des anonymes. Mais ceux qui passent par là disent souvent ressentir une présence, comme un souffle discret, comme une voix absente, mais pas disparue. Parce qu'au fond, Michel Delpech n'a jamais voulu être une star. Il voulait juste être là, avec nous, dans nos moments doux et fragiles. Et il l'est encore. Dans un vieux taxi où résonne, pour un flirt, dans un poste de radio oublié, dans les souvenirs d'un été adolescent, dans une larme qui monte sans raison, en entendant « Quand j'étais chanteur ». Il n'est plus visible, mais il est partout. Car il appartient désormais à cette mémoire collective qui ne passe pas par les encyclopédies, mais par les cœurs. Alors non, Michel Delpech ne fait plus la une. Mais il n'a jamais été aussi vivant que dans ces instants suspendus, où une note suffit à raviver une époque entière. Il est devenu l'écho d'un monde qu'on croyait perdu. Un monde plus lent, plus tendre, plus vrai. Et dans cet écho, peut être, trouve-t-on encore un peu de nous-mêmes.